Je suis ici pour parler du succès, n'est-ce pas? Et la façon dont nous l'avons configuré est que je vais parler de mes 3 premières règles ici sur scène. Ensuite, je vais m'asseoir avec Jürgen et il va me parler des 3 dernières règles, parce qu'il y a essentiellement 6 règles qui ont toujours établi les règles du succès. Permettez-moi de passer directement à la première règle du succès. La première règle du succès est d'avoir une vision. Si vous n'avez pas de vision et pas d'objectif fixé, vous errez et finissez par ne jamais arriver nulle part. C'est comme si vous pouviez avoir le meilleur navire du monde. Vous pouvez avoir le meilleur avion du monde. Si le pilote ou le capitaine ne savent pas où aller, il dériverait tout simplement. Il ne finira nulle part ou probablement au mauvais endroit. Donc j'ai eu de la chance. Est-ce que j'ai tombé sur ma vision? Comme vous le savez peut-être, je suis né en 1947 en Autriche après la Seconde Guerre mondiale et je n'appréciais pas vraiment l'Autriche pendant ma jeunesse. J'ai hâte de sortir de là. Je ne pouvais pas me voir devenir fermier ou ouvrier dans une usine ou quelque chose comme ça, même si mes parents voulaient que je restais là et que je m'y sois habituellement. Le père voulait que je devienne policier comme lui. Ma mère voulait que je reste là et épouse une fille au nom de Heidi, espérons-nous. Et que j'aime un tas d'enfants et que je courais comme la famille Von Trapp dans le son de la musique. Mais c'était leur vision, pas la mienne. Ma vision était totalement différente. Je sentais que je suis né pour quelque chose de spécial, pour quelque chose d'unique, pour quelque chose de grand. Donc je cherchais. Puis un jour, je suis allé à l'école. Je me souviens que j'avais 11 ans et qu'ils ont montré un documentaire sur l'Amérique. Et là, ils ont montré dans ce documentaire les énormes gratte-ciel, les gratte-ciel, les grands, les énormes ponts, les autoroutes à 6 voies, les énormes voitures avec les ailes sortant et tout ce truc dans le même. C'est là que je veux être. Je ne veux pas être ici avec ces petites fermes et ces petits bâtiments et tout est vieux. Je veux vivre en Amérique. Mais maintenant, la question était comment arriver en Amérique. De nos jours, c'était un voyage extrêmement cher. Ce n'est pas du tout comme aujourd'hui. Donc, encore une fois, très chanceux. J'ai eu la chance qu'un jour après l'école, j'ai marché par un magasin à Graz qui s'appelait Brûle. Et c'était le seul magasin qui vendait vraiment une sorte de truc américain. Donc un jour, ils avaient des jeans là-bas, des jeans américains, puis ils avaient le marcheur de piscine, puis un extenseur, des barres, des haltères et un banc d'exercice dans la fenêtre. Alors je suis entré à l'intérieur et j'ai regardé autour de me tourner et j'ai regardé ces trucs, puis j'ai vu un magazine. J'ai vu un magazine de bodybuilding avec Rich Park sur la couverture. Reg Park était alors un Mister Univers à 3 fois. Et je l'ai vu sur le grand écran comme Hercule et sur la couverture, il était dit comment Reg Park, Mister Univers, est devenu l'étoile de Hercule. C'est ce que montrait la couverture. Alors j'ai regardé la couverture et j'ai dit que je devais acheter ce magazine. Alors j'ai acheté le magazine, je l'ai ramené à la maison et je l'ai lu encore et encore de la première page au dos. Il avait tout là-dedans, comment il s'entraînait à Leeds, en Angleterre, dans une ville d'usine, comment il s'entraînait tous les jours pendant 3 à 4 heures et est devenu l'homme le plus fort d'Europe et comment il a gagné Monsieur Europe, Monsieur Grand Britannique, puis finalement Monsieur Univers et comment il a remporté le 2e Monsieur Univers et le 3e Monsieur Univers et comment il a été découvert pour jouer le rôle principal dans Hercule. Je l'ai lu intégralement et je me suis dit, waouh, c'est le destin de ma vie. C'est exactement ce que je veux faire. Je veux devenir un champion de bodybuilding tout comme Rich Park. Je veux entrer dans le cinéma comme Rich Park et je veux gagner des millions de dollars et être riche et célèbre comme Rich Park.
Tu réalises, Brouille, à quel point j'aurais été formidable de savoir exactement où j'allais? Imaginez que la majorité des gens ne savent pas où ils vont. Je savais précisément où j'allais. Je deviendrais ce champion de bodybuilding comme lui. Donc c'était juste une question de comment le faites-vous? J'étais tellement soulagé parce que quand tu as un objectif, quand tu as une vision, tout devient facile. Parce que rappelez-vous qu'en Amérique, par exemple, lorsque vous étudiez, vous verrez le pourcentage de personnes qui aiment leur travail. 74% détestent leur travail. En Amérique maintenant, il n'y a pas beaucoup de différence lorsque vous venez en Europe. La plupart des gens n'aiment pas ce qu'ils font parce qu'ils ne le font vraiment pas, parce qu'ils n'avaient pas d'objectif et qu'ils ont suivi cet objectif. Ils dérivent sans but et trouvent un emploi vacant par besoin. Donc ils travaillent parce qu'ils doivent. Mais puis quand vous travaillez, c'est une tâche, c'est du travail, ce n'est pas amusant. Donc si vous pensez à seulement un quart des gens apprécient vraiment ce qu'ils font dans la vie, c'est incroyable si vous y pensez. Alors je me suis senti si béni de savoir ce que je faisais. Comme un étudiant en médecine qui sait déjà qu'il veut devenir médecin. Tu sais quoi faire. Alors je savais où aller. Les gens me demandent toujours quand ils me voient à la salle de sport pendant les jours de pompage de fer. Ils disent, pourquoi est-ce que vous vous exercez si dur, 5 heures par jour, 6 heures par jour, et que vous avez toujours un sourire sur votre visage? Les autres s'entraînent aussi dur que vous, et ils ont l'air aigres au visage. Pourquoi cela? Et ils l'ont dit aux gens tout le temps. J'ai dit parce que pour moi, je tire pour le but devant le titre de Mr. MR Universe. Donc chaque représentant que je fais me rapproche de l'atteinte de cet objectif pour que cet objectif, cette vision devienne réalité. Chaque jeu que je fais, chaque répétition, chaque poids que je soulève me rapprocheront un pas pour transformer cet objectif en réalité. Donc j'ai hâte de faire une autre équipe de 500 livres. J'ai hâte de faire une autre presse à banc de 500 livres. J'ai hâte de faire 2000 autres repères de sit-up. J'avais hâte du prochain exercice, de la prochaine demi-heure de poser et de tout ce genre de choses que vous devez faire pour être champion. J'étais tellement bien en sachant où j'allais et ça a marché. Je veux dire, réfléchis-y bien. Et je ne me contentais pas de visualiser mon exercice, je soulevais vraiment le trophée au-dessus de ma tête. C'est à quoi je pensais. Et avec l'âge de 20 ans, je suis allé à Londres et j'ai remporté le concours Mr. Univers en tant que le plus jeune Mr. Univers de tous les temps. Et c'était parce que j'avais un objectif. Et ce n'est pas différent de toute autre chose. Ce dont je parle ne concerne pas seulement la musculation. C'était pareil en jouant. Je me rappelle quand je faisais Conan le barbare, je rampais sur les rochers avec une épée dans la main, rampais sur les 4 membres. Et bien sûr, étant donné que c'est Conan, je n'avais pas de vêtements ou quoi que ce soit comme ça, n'est-ce pas? Donc mes genoux et mes coudes étaient nus. Je rampe sur les rochers. Donc si les 10 prennent, mes coudes saignaient et mes genoux saignaient. Et le réalisateur est venu me voir et m'a dit « Je suis vraiment désolé pour ce que tu traverses, mais il nous faut une autre prise, un gros plan de toi rampant avec l'épée vers la caméra. Pouvez-vous gérer une prise encore ?» Et je lui ai dit « Je ne sais pas de quoi tu parles, c'est ça. Je vais totalement bien, dit-il, mais tu saignes. » J'ai dit « Parce que je ne le ressens pas, parce que je peux visualiser à quoi ressemblera la scène dans le film. » Je suis vraiment enthousiasmé par cette scène. Je visualisais ramper derrière la fausse condamnation qui a été jouée par James Earl Jones, ramper lentement derrière la fausse condamnation avec l'épée, puis se lever derrière lui et frapper, lui coupant la tête.
et la tête tourne lentement dans l'air en projetant du sang partout. Elle chute doucement en dévalant les marches et roule en bas, tandis que son corps s'écroule lentement de côté. C'était ce que je visualisais. Et c'était très important parce que dans le film, il a tué mes parents, tué les parents de Conan, et c'était la vengeance. Et il a toujours dit que la chair est plus forte que l'acier. Et je voulais lui prouver qu'aucun acier n'est plus fort que la chair. Et donc j'avais ça dans mon esprit. Car c'est pourquoi cela n'avait pas d'importance si je devais faire 50 ou 100 autres prises, peu importe les saignements de mes coudes ou de mes genoux. Je voyais cette vision de la scène parfaite et c'était une scène clé que je referais encore et encore jusqu'à la perfection. Et la même chose en est aussi en politique. Je me souviens d'avoir eu une vision très claire en politique, voyant que je deviendrais le leader de la Californie. Aussi loin que je puisse me souvenir, je n'étais pas né en Amérique, ce qui m'empêchait de me présenter à la présidence. Étant le gouverneur du 5e État, qui est la 5e économie mondiale, je dois reconnaître que c'est vraiment le titre ultime pour moi, la réalisation suprême en politique. Même si les gens disent « Pourquoi ne pas chercher quelque chose de plus petit ?» tu n'y parviendras jamais. Je me suis présenté pour gouverneur et 2 mois plus tard, je suis devenu gouverneur de l'État de Californie parce que j'ai une vision très claire de ce que je vais faire avec la Californie. Alors laissez-moi vous dire quelque chose. Visualiser votre objectif et le poursuivre rend amusant. Il faut un but dans la vie. Peu importe ce que vous faites, il doit y avoir un objectif. Donc c'est la règle que tu dois suivre. La règle 2 est de ne pas écouter les messagers. N'écoute pas les méprisants. Tout ce que j'ai fait, ce qu'ils ont entendu de la bouche des gens, c'est que c'est impossible, que ce n'est pas possible ou non. Je me souviens quand je voulais être un champion de bodybuilding, y compris mes parents et tout le monde autour de moi ont dit que c'était impossible. Quand ils deviennent champions de ski, c'est ce qu'ils font en Austrie ou champions de vélo, ils feront des athlétismes. Vous ne pouvez pas être champion de musculation. C'est ce que j'ai entendu, mais j'ai prouvé aux gens que je pouvais le faire. Donc chaque fois que quelqu'un m'a dit que ça ne peut pas être fait, j'ai entendu dire que ça peut être fait. Quand ils ont dit non, j'ai entendu oui. Et quand ils ont dit que c'était impossible, j'ai entendu dire que c'était possible parce que je suis un croyant fort. Je crois fermement ce que Nelson Mandela a dit, que tout est toujours impossible tant que quelqu'un le fasse. Eh bien, je vais être celui qui dit « je vais le faire et montrer ». Ça n'a jamais été fait avant, c'est parfaitement bien pour moi, mais je vais le faire. Et je n'ai pas écouté les méprisants. C'était pareil quand j'ai commencé la musculation. Ils disaient non quand je voulais aller aux États-Unis. Pour eux, c'était impossible. Il n'y a pas d'argent pour vous devoir voler même là-bas. Tu n'as pas d'argent quand tu vas y vivre avec. Et qu'est-ce qu'ils vont t'attendre? Il y a beaucoup de grands physiculistes là-bas. Tout était non, ça ne peut pas être fait, c'est impossible. Et je me souviens que la même chose s'est produite aussi quand je suis dans le monde du spectacle. Imaginez-vous, j'étais à 250 livres, j'avais raté les Olympiques 6 fois, l'univers 5 fois, le monde et l'international. Pourtant, j'ai gagné 13 championnats mondiaux de bodybuilding. Et maintenant, j'ai dit à l'agent de Hollywood, je veux me mettre au cinéma. On m'a dit, c'est drôle, Arnold. Je demande à un directeur du studio, je dis que je veux me lancer dans le cinéma. Je veux, c'est que le rôle principal. Il a commencé à rire. Donc ils disent tous que c'est impossible. Je vois, pourquoi est-ce impossible? Est-ce parce que regarde à quel point tu es grand? Vous pesez 250 livres.
Le corps de Hercule et le corps musculaire pesaient. Il y a 20 ans, ils ont fait Majesta, ils ont fait des commandes, des films Samsung et des films de Hercule et des choses comme ça, mais pas plus. Je sais que c'est les années 70. Connaissez-vous les symboles sexuels aujourd'hui? Il s'agit d'Al Pacino pesant 150 livres et de Dustin Hoffman pesant 146 livres. Et devinez qui d'autre est un symbole sexuel? Alain Boisé. Alors imaginez qu'ils me disent maintenant que ce sont les nouveaux symboles sexuels. Alors oubliez-le donc. Ensuite, Arismond dit ça, et ton accent, même si vous réduisez tout votre poids et tout, ils ont un corps normal, votre accent. J'ai dit ton accent. Je veux dire, ils vont donner aux gens des bouts de doigts avec l'accent allemand. Cela fera effrayer les gens. Ils auront peur. Ces personnes à Hollywood n'ont jamais été un homme principal ayant un accent. Cela n'arrive pas. Les gens américains veulent entendre leurs acteurs parler comme John Wayne ou comme Burt Reynolds ou comme Clint Eastwood. Pas comme quelqu'un dans Les Héros de Hogan ou quelque chose comme ça, un film nazi. C'est le genre de truc qu'ils ont entendu. Ils ont dit non, tu vois, c'est impossible. Et plus votre nom, qui peut prononcer Schwarzenschnitzel ou quelque chose comme ça. Personne ne peut prononcer ça. Alors oubliez-le, Arnold. C'est le genre de choses que j'ai entendu. Imaginez que vous passiez d'un directeur de studio à un autre, d'un agent à l'autre, et ils disaient tous exactement les mêmes choses. Mais c'est très encourageant, n'est-ce pas? Mais tu sais quelque chose? Je m'en fous pas. Je ne l'ai pas fait. Parce que j'avais la conviction que je pouvais être un homme principal. Je pensais que je pourrais devenir un autre roi Eastwood, Burt Reynolds, ou Warren Beatty, ou d'autres icônes comme Charles Bronson, etc. Je croyais que ce pourrait être ces gens. J'ai mentionné qu'il y avait assez de place dans cette échelle pour que je puisse m'y insérer. Et je repense et apprends de ce que j'ai appris dans le sport. Dans mon cas, dans la musculation, tout est sur le travail acharné que vous mettez dedans. Je me suis dit en bodybuilding, j'ai entraîné 5 à 6 heures par jour. Je vais faire la même chose maintenant pour l'acteur. Et bien sûr, j'ai allé à l'université pour étudier l'anglais. J'ai étudié la voix, la suppression des accents, les cours d'actrice et tout ce sujet toute la journée. J'ai travaillé et encore travaillé. En peu de temps, j'ai tourné un film intitulé Hercules à New York, qui a finalement échoué et a été vite oublié. Mais cela ne m'a pas découragé. J'avais toujours la même vision. Puis, soudainement, j'ai joué dans les rues de San Francisco. Je suis resté fin et j'ai pompé du fer et le bâtiment. Et puis, tout d'un coup, Dino De Laurentiis m'a demandé dans le studio Universel, le plus grand studio, de jouer dans Conan le Barbare. Et après avoir fait Conan le Barbare, le réalisateur de la conférence de presse a dit à la presse que le réalisateur était Jean Milius. Il a dit à la presse que si nous n'avions pas Arnold, nous aurions dû construire un. Alors pensez-y. Le corps même qu'ils ont dit ne pourrait jamais être vendu parce que le temps n'est pas bon. Quelques années plus tard, je fais Conan le Barbare et c'était le succès numéro 1 au box-office quand il est sorti à l'été de 82. Pensez-y. Et le directeur dit que s'il n'aurait pas eu son corps, nous aurions dû en construire un. Donc, tout à coup, mon physique est devenu un atout au lieu d'un désavantage. De même avec Terminator. Après avoir tourné Terminator, Jim Cameron a dit à la presse que si Arnold n'avait pas cet accent et ne parlait pas comme une machine, le film n'aurait pas marché. Alors pensez-y,
Le corps et l'accent qu'ils ont critiqués étaient en réalité des atouts. Mais je n'ai pas écouté ces perdants. Je ne les ai pas écoutés du tout parce que c'est pareil en politique quand tout le monde dit non, non, non et que ça ne peut pas se faire. Puis il est devenu gouverneur de Californie et c'est avec tout comme ça. C'est juste que la réalité est que vous ne pouvez pas écouter les dénonciateurs. C'est donc une leçon très importante pour vous tous. Donc quand quelqu'un dit non, c'est une idée stupide, vous dans votre esprit, vous n'avez pas besoin de le dire. Mais dans votre esprit, dis ça, putain, vous êtes un connard. Qu'est-ce que tu sais? Si j'avais écouté les opposants en musculation, show business ou politique, je ne serais pas là aujourd'hui pour vous parler. Je serai en Austrie, aux Alpes, au yodelage. C'est vrai, je serai en Austrie qui gauche, encore le yodelage. C'est ce que je ferai exactement. Alors c'est pourquoi je dis n'écoute pas les méprisants. La prochaine chose que je vais vous dire, avant de reprendre avec vous et parler des 3 autres points, c'est de vous botter le derrière. Il n'y a pas de facture magique. Il n'y a pas de magie là-bas. Vous ne pouvez pas vous déplacer. Vous devez travailler, travailler et travailler. Je peux te le dire, j'ai regardé la journée depuis une demi-heure. Jürgen et sa femme qui ont organisé ce spectacle, ce grand événement ici, ils travaillent au dur pour mettre cela ensemble toute l'année. Ils travaillent, et ils travaillent, et ils travaillent. Cela ne se réunit pas tout seul. Pendant une demi-heure, ils couraient partout, passaient des appels téléphoniques, faisaient ça et ça, parlaient à leurs assistants et s'assuraient que cela se produisait. Assurez-vous qu'il y avait de l'eau là-bas, parlant de l'eau. J'adore l'eau. Assurez-vous de ça et assurez-vous de ça et de tout ce truc. C'est donc le travail. Et ça me rend fou quand les gens disent qu'ils n'ont pas assez de temps pour aller au gymnase pendant 45 minutes par jour et faire de l'exercice ou pour faire quelque chose pendant 45 minutes à 1 heure par jour pour s'améliorer si c'est physiquement amélioré ou s'il est mentalement amélioré. Imaginez que vous lisez 1 heure par jour sur l'histoire. Combien vous apprendrez après 365 heures en 1 an? Pensez à combien vous sauriez si vous étudiez l'histoire des musiciens, des compositeurs. Imaginez si vous travaillerez sur l'entreprise et quelques entreprises que vous voulez développer chaque jour pendant 1 heure. Imaginez à quel point vous allez aller plus loin. Donc ça me rend fou parce que nous avons, quand les gens disent que nous n'avons pas le temps, nous avons 24 heures par jour et nous dormons 6 heures par jour. Donc cela vous donne encore 18 heures. Il y a quelqu'un qui secoue la tête devant pour dire que je ne dors pas 6 heures, je dors 8 heures, n'est-ce pas? Ou dormir juste plus vite. Donc si nous avons 18 heures par jour, la personne moyenne travaille environ 8 à 10 heures. Alors supposons que c'est 10 heures. Donc si vous restez 8 heures, alors vous voyagez environ 1 heure par jour, peut-être 2 heures par jour. Donc maintenant, il vous reste encore 6 heures. Alors qu'est-ce que tu fais avec ces 6 heures? Qu'est-ce que tu fais avec ça? 6 heures? Puis on mange un peu, puis on se blanche un peu, on parle un peu aux gens et tout ça. Mais vous pouvez voir combien de temps il y a disponible si vous organisez votre journée. Donc tu dois travailler dur. Je veux dire, laisse-moi te dire quelque chose. Quand je suis allé en Amérique, j'ai allé à l'université. Je suis allé et j'ai travaillé 5 heures par jour et je travaillais sur la construction parce qu'à ces jours, dans le bodybuilding, il n'y avait pas d'argent. Nous ne l'avons pas fait. Je n'avais pas d'argent pour de la nourriture, des suppléments ou quoi que ce soit. Alors j'ai dû aller travailler.
Alors, j'ai travaillé sur des chantiers, j'ai fréquenté l'université, j'ai fait de la musculation et de 20 heures à minuit, j'ai continué d'étudier. Je suis allé au cours d'actrice 4 fois par semaine. Alors, j'ai fait tout ça. Il n'y a pas eu une seule minute que j'ai perdue et c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Je suis devenu très amical avec Muhammad Ali dans les années 70 et Muhammad Ali a travaillé son fesse et je l'ai vu de première main. Je me souviens qu'il y avait un écrivain de sport qui était dans la salle de sport quand il s'entraînait et il faisait des sit-ups et ils lui ont demandé « Combien de sit-ups faites-vous » Il a mentionné qu'il ne commence à compter que lorsque ça fait souffrir. Maintenant, pensez-y. Il ne commence pas à compter ses side-ups tant qu'il ressent de la douleur. C'est à ce moment-là qu'il commence à compter. Cela travaille dur et vous ne pouvez donc pas contourner le travail dur, peu importe qui c'est. En vérité, je soutiens l'idée exprimée par Ted Turner. Travailler comme l'enfer et faire la publicité. Tu comprends? Travailler comme l'enfer, aller se coucher et se lever tôt. Travailler comme l'enfer et faire la publicité. Ainsi, vous travaillez avec acharnement, puis vous présentez votre travail au monde entier. C'est à cela qu'il s'agit. Faites savoir aux gens si vous avez une entreprise, si vous avez un film, si vous faites un sport. Travaillez dur, mais ensuite faites la publicité et faites savoir à tout le monde